Salutations! Je suis heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format de Cogito Ergo Gaia, le Gaia Onboarding. Dans ce type de vidéo, nous parlerons effectivement d'une phase de jeu appelée Onboarding, que l'on pourrait traduire en français par embarquement, ou plus clairement, par prise en main. Ce qu'on appelle Onboarding, ce sont les premières minutes ou heures de jeu qui permettent au joueur d'apprendre à jouer. Par la suite, bien sûr, le jeu lui proposera une difficulté croissante et l'apprentissage de nouvelles mécaniques, le tout demandant au joueur un certain degré de maîtrise. Sachant cela, je vais prendre le temps de vous expliquer le concept de Gaia Onboarding. Tout d'abord, je choisis un jeu auquel je n'ai jamais joué, et j'y joue pendant 2 heures en stream. Ensuite, je récupère la vidéo enregistrée et j'observe mon comportement, c'est-à-dire mes actions en jeu et mes commentaires. En fonction des événements qui se produisent, je vais relever les difficultés que je rencontre, mais également les émotions que j'exprime. J'en profiterai pour vous parler des méthodes de tutoriel d'une part, et pour analyser les interfaces grâce aux heuristiques ou critères ergonomiques. Si vous désirez en apprendre davantage sur les critères que j'utilise, je vous mets dans les fiches la vidéo que j'ai réalisée il y a 1 an sur Conan Exiles et les critères ergonomiques. Le stream me permet de faire plusieurs choses intéressantes. 1. Je peux récupérer directement l'enregistrement sur Twitch. 2. La situation de streamer me pousse à parler à haute voix et à m'exprimer naturellement en m'adressant aux viewers, comme le demanderait un Games User Researcher s'il appliquait la méthode du Think Aloud. C'est une méthode qui permet de mieux comprendre les processus mentaux du joueur. Et enfin 3. La situation de stream est naturelle. Je teste le jeu en tant que streamer réalisant une émission de découverte d'un jeu. Bon, pour cet épisode, il s'agit d'un pilote. Il va me permettre d'estimer le temps que me prennent les différentes phases de réalisation de ce type de vidéo, pour savoir si je peux me permettre de refaire l'expérience régulièrement. Et ça va me permettre aussi de savoir si ce format vous plaît et vous intéresse. Donc lâche un commentaire et dis-moi ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. J'en ai vraiment besoin. Avant de commencer, il est important de comprendre que même si j'utilise les mêmes méthodes qu'en Games User Research, à savoir l'Initial Experience Playtest ou tout ce qui se rapporte à la First Time User Experience, le résultat n'en aura pas la puissance car elle n'est tout simplement pas répliquée sur la première expérience de plusieurs joueurs. En revanche, elle offre un point de visibilité pour les développeurs et pour vous. Aujourd'hui, on va analyser l'onboarding d'Assassin's Creed Odyssey. La Games User Research, ça étudie les utilisateurs de jeux. Et donc pour commencer et pouvoir analyser mes comportements, il faut connaître quelques trucs sur le joueur que je suis. Faisons bref. J'ai 32 ans, ça fait 26 ans que je joue aux jeux vidéo. J'ai fait mes débuts sur console, puis je suis passé sur PC à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à jouer sur tablette et smartphone il y a quelques années, et un peu plus intensément ces derniers temps. Je suis ce qu'on peut appeler un ex-hardcore gamer. Je suis un fan de la série Assassin's Creed et j'ai joué à tous les épisodes principaux. Donc on peut considérer que je fais partie de la catégorie des experts d'Assassin's Creed, connaissant bien la série, et y ayant joué au fur et à mesure des sorties. J'ai d'ailleurs terminé Assassin's Creed Origins il y a 2 mois. Ce qui m'attire dans ces jeux, c'est la composante historique, et surtout ce qu'on peut y apprendre. J'aime aussi beaucoup le côté furtif de l'assassin, et les phases de tactique pour atteindre son objectif. Je suis également un grand friand d'énigmes, et je me délecte également des scénarios complotistes. Je joue à Assassin's Creed sur un PC, avec les contrôles par défaut, et petite particularité, jusque-là mes claviers ont toujours été des claviers dits ergonomiques de la gamme des Natural Keyboard de Microsoft. Et pour finir, je suis un streamer occasionnel. Allez, maintenant, à l'abordage. Alors on va commencer par l'image de lancement de jeu, l'image de chargement. Donc c'est une image peinte qui est assez jolie je trouve. Ça donne envie de découvrir le jeu, c'est aussi une espèce d'overview de l'univers. Ensuite il y a le logo Ubisoft. Alors il change à chaque opus. On se demande toujours comment ils vont le modéliser à chaque nouveau thème. Et c'est à peu près pareil pour le logo de sauvegarde qu'on trouve ensuite. Là on a la fameuse phrase de début inspirée d'événements et de personnages historiques réels, blablabla. C'est un peu l'équivalent de Dans une galaxie lointaine de Star Wars, mais version Assassin's Creed. Ça parle aux vieux joueurs, quoi. Voilà le logo de sauvegarde. Là, on a une espèce de petit labyrinthe, un petit peu à la labyrinthe de Minos, là, qui est du plus bel effet, je trouve. Donc ensuite, il y a le logo du jeu qui apparaît, et il y a une musique qui se fait entendre. C'est assez habituel dans les Assassin's Creed, mais ça fait toujours son petit effet. Alors la musique est sympa. C'est une petite musique un petit peu à la mandoline, je dirais. Ou à l'oud, enfin, guitare en tout cas. Puis on a un petit son derrière Lancinon qui est sympa. Allez. Ah, un petit peu de rythme dans la musique, c'est sympa. Voilà, avant de vous parler du menu principal, je vais rester un peu sur le lancement du jeu. J'ai dû redémarrer à un moment donné pour sauvegarder les réglages graphiques que j'avais fait. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu un pop-up Ubisoft Club qui me demandait d'aller sur un site internet. J'avais pas du tout envie d'y aller parce que j'avais envie de jouer en fait simplement. Je pense que le pop-up il est pas arrivé au bon moment, il était censé peut-être venir à la 2e session de jeu. Je pense qu'il serait préférable de faire apparaître cette pop-up après un certain laps de temps
plutôt que la deuxième occurrence de lancement. Donc on va revenir sur le menu principal, donc là on voit que l'organisation est similaire à celle d'Assassin's Creed Origins, le précédent opus. Ça amène une cohérence à travers les différents épisodes, ce qui fait que le joueur n'est pas perdu s'il passe de l'un à l'autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré le jeu, j'ai trouvé le son très fort, donc je me suis jeté sur les options audio, et j'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. Alors dans la séquence vidéo, on voit que j'apprécie bien aussi le côté réglage de fréquence de musique. Personnellement, j'aime bien quand il y a de la musique dans les jeux vidéo et quand elle arrive le plus souvent possible, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc cette option elle est bienvenue. Donc ensuite j'entre dans la partie graphisme, où mon objectif ça sera de régler mes paramètres graphiques, afin de jouer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avoir une belle image et un jeu fluide. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir la mémoire que ça prend sur la carte vidéo, et quand on effectue des changements, on voit les effets que ça a sur la VRAM, en rouge ou en vert. Le seul petit problème que moi j'ai rencontré, c'est que ça prenait pas en compte la quantité de mémoire prise par OBS, par le streaming, mais ça, je doute que ça soit modifiable, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous l'avez sans doute remarqué, mais quand on modifie un élément, il y a une petite étoile orange qui apparaît, donc ça c'est très intéressant pour pouvoir garder en mémoire ce qu'on a modifié et ce qu'on n'a pas modifié. Un truc intéressant, c'est qu'on voit à quoi ressemble l'effet qui est réglé grâce à l'image qui est à côté et au petit texte. Ça aide notamment à comprendre certains termes qui ne sont pas évidents, comme le fouillis par exemple. Généralement, les modifications demandent de redémarrer le jeu, mais on ne le sait qu'au moment d'appliquer les modifications. J'ai déjà vu dans certains jeux, quand on touchait à un paramètre, ça mettait en dessous, en rouge, si vous modifiez ce paramètre, vous allez devoir redémarrer le jeu. Ça pourrait être intéressant de le mettre ici. Quand on règle au début, ça demande de redémarrer souvent. J'ai dû redémarrer 3 ou 4 fois le jeu, je pense. C'est toujours un petit peu embêtant sur le moment, car ça prend du temps, mais au final ça ne me dérange pas tant que c'est limité. Et dans mon cas précis, je pense que j'ai dû redémarrer autant de fois parce que justement j'étais en streaming et donc je devais régler au fur et à mesure mes paramètres. Ceci étant dit, il y a un autre truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'à la fin de la musique, on reconnaît le thème d'Assassin's Creed, qui a été une nouvelle fois remanié, comme à chaque fois. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'il arrive un petit peu comme une surprise. Donc on va maintenant passer à l'onglet affichage. J'ai un écran 144 Hz, donc je dois régler cette option manuellement. Et à ce moment-là, j'ai un pop-up avec beaucoup de texte qui apparaît avec un compteur de 10 secondes. Mon sentiment, c'est que 10 secondes, ça m'a mis un peu la pression. En fait, j'ai pas pris le temps de tout lire. J'ai lu uniquement la question et après j'ai répondu oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu largement le temps de répondre. Là, on l'a vu, il est resté 6 secondes. Donc c'est pas une question de réussir ou non la tâche. Mais pour diminuer la pression de voir un nombre à un chiffre qui diminue alors qu'on est en train de lire, je préconiserais plutôt de régler ça à 15 secondes. Tout en haut, on trouve une option qui s'appelle zone d'affichage de l'écran. Donc j'avoue que je clique dessus par curiosité, et je m'aperçois que cette zone n'est pas réglée au maximum sur mon écran. Donc je trouve ça un peu étrange, donc si quelqu'un a la réponse de pourquoi cette mécanique, qu'il le fasse savoir dans les commentaires. Dans la partie gameplay, j'ai un petit doute sur ce que veut dire la visée partielle, qui est la visée par défaut. Donc c'est là qu'on voit l'importance du texte informatif à côté. Le menu HUD lui présente une grosse densité d'informations pour un débutant sur le jeu, donc c'est plutôt destiné aux experts. Moi je garde tout par défaut pour me faire une idée. Et enfin, le menu commande. Alors moi je regarde pas trop ça parce que ça a l'air d'être un peu la même chose que d'habitude. Quoique je détecte assez rapidement qu'il y a des petites modifications, comme par exemple le sifflet qui est sur la touche X, alors qu'il est sur la touche A dans Assassin's Creed Origins. Mais c'est pas grave, je vais voir comment le jeu va m'apprendre ces différentes commandes. Un petit mot sur la présentation de ce menu. Moi je le trouve assez bien fait parce qu'il y a toute une partie qui nous permet d'embrasser assez rapidement les fonctions des différentes touches en visualisant le clavier sur la droite et la souris. Et sur la gauche on a un menu un peu plus classique. Maintenant démarrons une nouvelle partie. Ici on reconnaît Léonidas et ses Spartiates à la bataille des Thermopyles. Personnellement j'ai pas pu m'empêcher de penser à 300, surtout à ce moment-là. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Une chose que j'ai remarqué en regardant mon comportement, c'est que les sous-titres par défaut sont plutôt bons pour les malentendants, mais sur moi ça me distrait et on voit que je baisse les yeux tout le temps pour lire par réflexe, plutôt que d'observer et de profiter de la scène. Moi je trouve ça très important de mettre des sous-titres par défaut afin d'avoir un peu plus d'inclusivité dans les jeux vidéo, même si pour moi ça signifie d'éventuellement aller dans les options pour les désactiver parce que ça me gêne trop. Quand on regarde mon visage, on voit que je suis très absorbé par la vidéo, je ne parle pas. Et ça c'est un des indices de l'immersion. Il y a juste une chose qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est la diminution brusque du son à la fin alors qu'on s'attend à un gros impact de lance. Les devs font le choix assez classique de nous donner un personnage puissant, de niveau 42, avec 4 compétences dans une grande bataille.
Ça permet au joueur d'être résistant et puissant, ça lui évite de mourir dès le début du jet, ce qui peut être très frustrant quand on apprend. Le côté bataille, ça nous embrouille et ça nous met dans le stress, mais c'est peut-être ce que recherchent les développeurs pour nous faire ressentir les émotions du champ de bataille. Mais revenons un peu en arrière. Il n'y a qu'un adversaire direct au début, mais il nous frappe tout de suite, ce qui sert à donner aux joueurs une motivation à agir. On voit aussi qu'il y a des adversaires élites pas très loin, qui sont surlignés en jaune et avec une icône d'objectif. À ce moment-là, pas connu du joueur. Un texte au centre de l'écran nous incite à faire un clic gauche pour attaquer. Après avoir tué un second adversaire solo, c'est deux adversaires qui se présentent très rapidement et le texte nous demande d'utiliser une compétence spéciale. On voit bien maintenant comment le jeu s'y prend pour apprendre petit à petit des nouvelles choses aux joueurs. Une petite remarque cela dit, ce n'est pas la touche 3 mais la touche guillemets qui est indiquée, ce qui rend difficile la compréhension par le joueur. On retrouve ce problème plus tard dans le menu pour attribuer les pouvoirs. Donc une fois que le joueur a appris comment se servir des aptitudes, il peut tester d'autres numéros vu qu'il comprend comment les aptitudes marchent par extension. C'est dans cette phase que le joueur fait un certain nombre d'erreurs d'utilisation de la compétence, comme ici par exemple, l'aptitude de charge est utilisée dans le mauvais sens, c'est un problème récurrent dans Assassin's Creed. Je ne sais pas pourquoi sur le moment, mais en fait c'est parce que je me retourne, alors que je cherche à me déplacer en pas de côté pour me remettre en face de mon adversaire. Une petite remarque côté émotion, on voit que j'apprécie particulièrement le coup de pied spartiate. Oh, ah oui, d'accord. Ici Sparta. Bim. Ça, c'est quand même excellent, ça. Allez, bim. Une partie de l'apprentissage du joueur se fait par l'observation. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le jeu nous montre que les personnages peuvent avoir un debuff enflammé. Alors moi, je le remarque pas du tout à ce moment-là. Le jeu n'attire pas notre attention spécifiquement là-dessus. Mais c'est possible de le remarquer, et ça permet de faciliter l'apprentissage quand plus tard le jeu nous en parlera. Ce qui se passe assez souvent, c'est qu'une fois que le joueur maîtrise un certain nombre de choses, il commence à se poser des questions. Personnellement, je savais qu'on pouvait parer les coups dans Assassin's Creed Origins avec la touche E. Cette touche-là, elle fonctionne pas en fait dans Odyssey. D'où mon questionnement. Par contre, c'est quoi pour se défendre? Je peux pas te défendre, quoi. En tant qu'ancien joueur, la seule touche de défense que je connais et qui fonctionne, c'est la touche espace pour esquiver, et qui est restée la même. Esquive. Première esquive du jeu. On va revenir sur les pouvoirs auxquels on a accès, mais dont les effets ne sont pas toujours très bien compris par le joueur. Par exemple, le pouvoir numéro 1, sur le moment je comprends pas, et même en l'utilisant une seconde fois, je ne le comprends toujours pas. Je sais que ce délire, quoi. Je sais pas ce que c'est que ce machin où tu balances... Le pouvoir numéro 4, sur le moment je ne sais pas ce que c'est, mais je fais visiblement beaucoup plus mal, et la façon dont l'écran change de couleur me rappelle l'adrénaline dans Assassin's Creed Origins. Il est évident que le but de cette introduction, c'est pas d'apprendre spécifiquement les 4 pouvoirs qui sont affichés. C'est juste de faire comprendre au joueur qu'il va avoir des compétences et que ces compétences sont activables sur les touches 1, 2, 3, 4. Mais ça peut être aussi éventuellement un moyen d'intéresser le joueur à des compétences plus puissantes qu'il ne comprend pas encore. Un petit point sur les objectifs. L'un des standards de la Game UX pour maintenir l'engagement du joueur, c'est de lui donner des objectifs clairs. Même si au départ je n'avais pas cette préoccupation et que je me concentrais sur la maîtrise du gameplay, au bout d'un moment je me suis naturellement demandé qu'est-ce que je foutais là. Ici, il est représenté par une icône d'objectif qui, quand il est hors écran, est indiqué avec une flèche d'orientation. Il y en a un autre à 29 mètres, d'accord, c'est bon. J'ai vu où étaient les objectifs. Deux petites choses que j'ai appréciées d'un point de vue subjectif. Premièrement, le fait de pouvoir rater ses coups de pied. Ça impose d'apprendre à le maîtriser. Deuxièmement, les animations d'exécution, qui sont sympas à regarder et qui en plus permettent de donner du répit dans la baston où on fait beaucoup d'actions. Après cette phase de bataille, le scénario nous amène dans une phase de duel contre un boss. On peut se concentrer sur un seul personnage, c'est idéal pour apprendre les techniques plus complexes. C'est moins le bazar qu'avant, mais on est peut-être plus en danger car ça demande plus de techniques. Pendant cette phase, c'est une technique légèrement différente qui est utilisée. Ici, pour l'apprentissage du verrouillage, on voit clairement qu'on laisse le temps au joueur de comprendre ce qui se passe et ensuite d'agir. C'est d'autant plus notable dans l'apprentissage de l'esquive où il y a un ralentissement de l'attaque de l'ennemi. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié de découvrir la nouvelle mécanique d'esquive que l'on peut allonger en restant appuyé sur la touche espace. Vous remarquez que l'ennemi a un bouclier, et ce n'est pas par hasard parce qu'il va nous permettre d'apprendre la technique de percer la garde. À partir du moment où l'ennemi bloque mon coup avec son bouclier, il y a encore une fois un texte contextuel tutoriel qui apparaît au milieu de l'écran. Mais bon, je vais appeler ça une astuce, ce sera plus simple. Le principe, c'est que le joueur sera plus motivé à apprendre une technique s'il en perçoit immédiatement l'utilité. Un petit souci de cette phase de tutoriel, c'est qu'ils mettent du texte et des paroles en même temps que le joueur est en train de se battre, ce qui a un effet de surcharge mentale. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'était juste du bruit de fond.
Je n'ai pas fait attention aux détails, même si en revisionnant la scène pendant l'analyse de ma session, j'avais à peu près tout saisi. En plus, le fait d'être en train d'apprendre n'arrange pas trop cet effet de surcharge. Mais bon, ça met de l'ambiance et c'est pas ultra important pour l'histoire. On comprend rapidement la teneur des propos. À la fin, on est récompensé par une cinématique que j'ai beaucoup aimée, et tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que... Ça rigole zéro. Comme souvent dans les scénarios d'Assassin's Creed, il y a un mélange entre le passé et le présent. Donc là, il y a un arc scénaristique dans le présent. Et ce qui est très plaisant, c'est qu'ils ont intégré au scénario le choix de difficulté, avec une bonne description humoristique du mode cauchemar, et le choix du mode de jeu, avec une nouveauté qui me semble intéressante, le mode exploration où on est censé être moins guidé dans le jeu. Le choix du personnage est aussi très bien intégré au scénario avec l'histoire des ADN distincts retrouvés sur la lance de Léonidas. Je vous cache pas que je l'ai très bien accueilli. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. Ah, énorme! C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est un choix qui m'a paru difficile parce que c'est impossible de changer de personnage en cours de route, et on se demande ce qu'on va perdre comme expérience en prenant l'un ou l'une plutôt que l'autre. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive sur ce que j'appellerais l'écran de chargement standard du jeu. On voit apparaître quelques astuces pendant le chargement, ce qui est très efficace pour apprendre le jeu au fur et à mesure ou apprendre des choses sur l'univers. Un petit plus que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est possible de faire défiler les astuces. Ça permet de passer rapidement celles qu'on a déjà lues ou qu'on connaît déjà, plutôt que de laisser faire le diaporama. Tout ça nous amène à la première scène du jeu. Alors malheureusement, j'ai pas d'image sur une partie du début du jeu parce que mon stream a planté pendant la cinématique. De souvenir, c'est le moment où on apprend la mécanique de choix de réponse, qui est une nouveauté un peu RPG d'Assassin's Creed Odyssey. On peut choisir sa façon de réagir face aux sbires qui viennent de nous attaquer et qu'on vient de battre, c'est-à-dire les laisser vivre ou les tuer. Pendant le combat, on apprend aussi à faire des parades, avec la touche A du coup, et c'est un coup à prendre pour les anciens joueurs d'Origins qui ont appris à utiliser la touche E. Un petit focus sur le HUD maintenant. Ils ont gardé le même système de boussole, que je trouve très bien parce qu'il n'est pas encombrant. C'est le même système de niveau en haut à droite. C'est le même système d'affichage de quête, même si je crois qu'il a changé d'endroit, avec, on le verra plus tard, un système de puce qui énumère les informations sur notre objectif. Et on remarque qu'il n'y a pas de minimap. Pour apprendre à grimper, on nous donne pour objectif de récupérer notre équipement qui se trouve en haut de la tour de notre maison. Lorsqu'on approche du mur, l'astuce apparaît. Je pense que vous commencez à comprendre la mécanique. Encore une fois, les joueurs d'Assassin's Creed Origins vont devoir s'adapter, car c'est la touche mage qui a été choisie à la place de la touche Alt. De mémoire, la touche mage avait déjà servi cette fonction dans les précédents Assassin's Creed. Dans ma session, ça m'est arrivé quelques fois de me planter. Alors c'est mage, du coup. J'ai appuyé sur Alt, tellement habitué à Assassin's Creed Origins. Ensuite, je vais vous parler de l'apprentissage de l'interaction avec des objets de l'environnement. Personnellement, je me suis un petit peu baladé dans la maison et j'ai remarqué qu'il y avait un petit point blanc qui apparaissait. À l'approche, on voit le mot interagir avec la touche E. On voit que le personnage fait un commentaire. Et pour un autre point blanc, c'est le mot récupérer qui est utilisé, qui nous permet tout simplement de looter quelque chose. Par contre, looter les coffres demande d'appuyer longtemps. C'est pas toujours évident à comprendre, mais j'y parviens intuitivement, après avoir fait un appui simple qui ne fonctionne pas, et avoir observé une petite jauge qui commençait à charger autour de la touche E. En tout cas, pour moi, c'était assez facile à comprendre parce que c'était la même mécanique dans les autres Assassin's Creed. Ensuite, vu qu'on vient de récupérer des objets, le jeu nous invite à ouvrir l'inventaire pour apprendre son utilisation. On est guidé par des icônes clignotantes pour voir qu'il y a de nouveaux objets disponibles. C'est d'ailleurs par ce biais que l'on remarque l'arc cassé dans nos objets de quête, ce qui justifie de manière assez élégante et RP qu'on n'a pas accès à tous nos équipements, entre autres pour simplifier le gameplay et apprendre étape par étape, et en plus ça donne pour objectif de réparer son arc à un moment donné. Cette petite visite de l'inventaire nous fait prendre connaissance des caractéristiques des objets. J'aime beaucoup la mise en forme, elle montre bien ce qui augmente par rapport à l'objet équipé. D'ailleurs, ça l'indique sur l'objet, mais également dans les statistiques en bas de l'écran. Ce qui attire notre attention sur les niveaux de guerrier, assassin et chasseur. On apprend également qu'on peut graver les objets et qu'il faut aller voir le forgeron pour le graver avec un coup en ressources qui est grisé ici car non atteint. Et on fait le lien avec l'icône de gravure qui nous donne plus d'informations au survol de la souris. J'ai trouvé l'inventaire assez clair. J'avais un petit doute pour savoir comment revenir en arrière. J'avais pas vu le rappel en bas à gauche, mais c'est assez intuitif car j'ai appuyé sur échappe et c'était ça. Ça apporterait quand même un peu de flexibilité si on pouvait cliquer sur inventaire pour revenir à l'écran principal de l'inventaire. Une fois l'inventaire refermé, on nous propose de trouver l'objectif en ouvrant la carte. Cette fois-ci, c'est une autre méthode qui est utilisée. Il y a une sorte de pop-up bloquante sur la droite de l'écran avec un court texte illustré. Ces pop-ups servent à enseigner des mécaniques plus complexes que celles qu'on a vues avant. Ici, on nous apprend les différentes manières de localiser son objectif et à placer un marqueur sur la carte. Moi, je connais bien le jeu, donc je sais que placer un marqueur, c'est très utile. Notamment parce qu'il apparaît en réalité augmentée, entre guillemets, sur l'écran de jeu. En tout cas, le texte du tutoriel invite le joueur à expérimenter en choisissant un lieu à explorer. Jusque-là, le jeu utilise le meilleur moyen d'apprendre qui existe,
L'apprentissage en faisant. Car c'est en faisant qu'on devient faisant. Au passage, j'utilise intuitivement la roulette pour zoomer. C'est une commande qui n'est pas notée dans l'interface et qui aurait sa place en bas de l'écran avec les autres astuces. Passons maintenant à une analyse des réactions subjectives. Le premier truc qui me choque, c'est le découpage des zones un peu à l'arrache. Le brouillard de guerre est pas super propre. Ensuite, je remarque qu'il y a plein de points d'interrogation sur la carte, des points d'intérêt, alors que j'ai choisi le mode exploration. Je me demande ce que fait l'option guidée du coup. Puis ensuite, je réalise qu'en fait, il n'y a aucune information sur l'objectif sur ma carte. Tout est dans les indices de quête, donc au final, c'était presque inutile d'ouvrir cette carte. Peut-être que cette fois-ci, c'est l'effet du mode exploration. Sinon, visuellement, je trouve que cette carte est plutôt sympa. En la parcourant, je me dis que c'est trop bien. On va faire toutes les îles, et donc je vais apprendre le nom de toutes les îles du Péloponnèse. Je me rends compte aussi que c'est le même système de niveau par zone que sur Origins. Personnellement, je trouve ça pas mal pour prioriser certaines quêtes et optimiser mon leveling. Maintenant, je me dirige vers mon nouvel objectif. Sur le chemin, je découvre une nouvelle manière d'escalader d'autres éléments de l'environnement. Un arbre, une corde. En gros, ça permet de m'entraîner et de généraliser l'apprentissage de l'escalade à différentes surfaces. Quand je passe dans un buisson par hasard, ça me fait changer de couleur et j'ai une icône d'œil barré qui apparaît. Je viens de découvrir la furtivité. Ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas tutorialisé dans le jeu. Il y a des choses que l'on découvre avant que le tutoriel arrive. Et il faut voir ça comme du temps gagné, car le tutoriel nous servira de confirmation ou à apprendre de nouveaux détails. Et donc il sera moins gênant dans le déroulement du jeu. Bon, ensuite je me suis senti perdu. Et en l'absence de minimap, j'ai ouvert ma carte. J'ai remarqué à cette occasion qu'il pouvait y avoir une confusion entre l'icône avec un point d'exclamation et l'objectif de quête. Ce que j'ai apprécié, c'est que dès le début, on a une certaine liberté d'exploration. On n'est pas obligé de se rendre à l'objectif tout de suite. Le désavantage, c'est que parfois on va à l'encontre du déroulement narratif du jeu. La fameuse dissonance ludonarrative. C'est-à-dire quand les actions du joueur ne sont pas en cohérence avec l'histoire. Un peu plus tard, et de la même manière que pour la furtivité, on apprend tout ce qui est collecte de ressources, gain d'XP, tout ce qui relève des objectifs de lieu, des défis, de l'assassinat et des types de dégâts. Pour la collecte de ressources, c'est la brillance qui nous attire, et on a une indication de ce qu'on ramasse en haut à droite. Pour l'expérience, c'est la barre d'XP qui s'illumine. Pour les défis, la première fois j'y prête pas attention parce que je suis encore en combat, et la deuxième fois je le vois car je finis le combat en tuant un archer. Et enfin, pour l'apprentissage des types de dégâts, que j'avais déjà vu dans l'introduction avec le malus enflammé, c'est quand je reçois une flèche empoisonnée avec une fumée verte autour, et que ma barre de vie devient verte. Pour l'apprentissage d'objectifs de lieu, le HUD indique des objectifs pendant un certain temps. Ça permet aussi d'apprendre à quoi ressemble l'icône trésor, puis ça nous montre au même endroit qu'avec Alt, on peut accéder à ces objectifs à la demande. Pour l'apprentissage de l'assassinat, on trouve un individu isolé et peu attentif, donc j'ai l'impression que c'est un level design qui a été optimisé pour l'apprentissage. On se faufile derrière lui très facilement, mais officiellement on n'a pas appris à s'accroupir pour être furtif. La touche F est indiquée pour assassiner, au départ on ne sait même pas si c'est un ennemi ou non, et c'est qu'avec cette proposition d'assassinat qu'on sait que c'est un ennemi. Ça fait vraiment partie des apprentissages fortuits et prévus par les développeurs, car plus tard je découvre qu'on apprend d'une manière tutorisée à faire un assassinat dans une quête ultérieure, étape par étape. Alors que j'explorais la première zone, je suis tombé sur une grotte semi-engloutie. Une occasion de vous parler de l'apprentissage de la nage. La nage est relativement intuitive car on utilise les mêmes touches que pour se déplacer au sol. Ce qui l'est moins, c'est de se déplacer sous l'eau, car on passe dans un univers en 3 dimensions. Arrivé à l'entrée de la grotte, on se rend compte qu'il faut plonger pour trouver le trésor. Et comme pour tous les tutoriaux contextuels qu'on a vus avant, un tips apparaît pour nous montrer comment plonger, en maintenant la touche C. Une fois sous l'eau, on voit apparaître un tips un peu plus grand qu'habituellement, qui nous apprend comment nager vers le haut, vers le bas et réaliser une pointe de vitesse. Le joueur comprend qu'il y a une certaine logique. On utilise Mage comme pour escalader, pour nager vers le haut, mais du coup on a le même risque d'erreur pour les anciens joueurs d'Origins, et C pour nager vers le bas, ce qui correspond à s'accroupir. Le premier commentaire que j'ai fait, c'est que je n'y voyais rien du tout. Je trouve que pour une première expérience de nage, ça n'est pas vraiment optimal, car si on ajoute en plus le fait que la caméra est très proche, l'obscurité me donne du fil à retordre pour sortir de la grotte, et je manque même de me noyer. Peut-être que c'était fait exprès d'ailleurs. Moi je connaissais déjà la mécanique dans les autres Assassin's Creed, mais ça permet peut-être aux joueurs d'expérimenter la suffocation, mais j'en doute. En tout cas, je n'ai pas eu besoin de ça pour remarquer la barre de respiration qui se trouve en bas de l'écran. En effet, je m'en étais inquiété une fois que j'avais récupéré le trésor. Un petit mot sur l'utilisation de l'aigle à présent. Alors que je m'approche d'une zone de chasse, le jeu m'invite à utiliser la vision de l'aigle avec la touche V pour repérer mes ennemis. Et visiblement, ça me le proposera aussi tout au long du jeu dès que je serai proche d'un objectif, comme dans Origins. Pour les anciens joueurs, c'est le même système que dans Origins, donc c'est très facile à utiliser. Et en cas de doute, il y a toujours un rappel de touche en bas. D'ailleurs, j'observe à ce moment-là que la seule chose qui a changé, c'est la touche pour le boost. Elle est cohérente avec la touche de boost pour la nage, ce qui est plutôt une bonne chose, mais dans Origins, il fallait utiliser la touche Mage et pas espace. J'imagine qu'il y a de bonnes raisons à tous ces changements. Même si ça peut être un peu agaçant pour certains joueurs,
Il y a souvent de nouvelles mécaniques qui viennent chambouler l'optimisation initiale. Et ça, c'est sans compter les retours que les développeurs peuvent avoir sur leurs jeux précédents. J'ai eu 2 petits soucis lors de mes premières utilisations de l'aigle. Le premier, c'est quand je détecte des objets et qu'ils ne persistent pas une fois que j'ai quitté la vision de l'aigle. En fait, c'est parce que je ne me trouvais pas encore dans le lieu que je visitais, et à mon avis, ça mériterait d'augmenter la zone de persistance des objets. Et le deuxième, c'est une confusion de distance des ennemis où je crois qu'ils sont tout près alors qu'ils sont derrière la colline, sûrement à cause du fait que les icônes soient grosses et qu'il n'y a pas l'indication de distance en dessous comme pour certains éléments en réalité augmentée. Ce que je remarque, c'est que cette distance s'affiche parfois mais pas toujours. Et sur le moment, je n'ai aucune idée de pourquoi, et puis en cherchant un peu, je comprends qu'il faut placer le centre de l'écran sur l'ennemi pour connaître la distance à laquelle il se trouve. Un petit élargissement de cette zone de réactivité permettrait peut-être qu'on s'en aperçoive plus vite. Après un peu d'exploration, je retourne sur la quête principale. C'est là que m'attend un approfondissement de l'apprentissage des choix de réponse. En effet, j'observe de nouveaux types de réponses, qui ont une couleur différente. Jaune pour la suite du dialogue, et blanc pour avoir plus de détails. Je ne comprends pas tout de suite ces significations. Mais quand j'ai choisi une option blanche et qu'à la fin de l'échange, elle devient grise, je comprends qu'on me reproposerait les réponses blanches tant que je n'ai pas choisi la réponse jaune. Je découvre plus tard que les réponses peuvent être aussi agrémentées de symboles. Mais à part pour le symbole de sortie de dialogue, je n'ai pas joué assez longtemps pour comprendre la signification de la balance, par exemple. Après le dialogue, une animation voyante sur le personnage et un pop-up m'informent que j'ai gagné un niveau. On voit que les devs ont mis un maximum de juiciness afin d'accentuer le plaisir d'avoir progressé. La pop-up stipule qu'on a gagné un point d'aptitude, et il y a un rappel noté en dessous de l'indicateur de niveau. Une fois dans le menu aptitude, on retrouve le même type de tutoriel qu'auparavant. J'aime beaucoup les encadrés animés au survol de la souris pour te montrer à quoi ressemble l'aptitude. Il y a moins de compétences que dans Origins, mais plus de niveaux de maîtrise. De plus, on ne voit pas les niveaux supérieurs. C'est une simplification pour les débutants, afin de ne pas les surcharger d'informations trop tôt. En revanche, je ne vois pas que je peux utiliser les points d'aptitude tout en bas, sur la ligne en dessous des compétences équipées. Je n'ai même pas fait attention à ces compétences car je regarde directement en bas de l'arbre. Une dernière petite remarque avant d'en finir avec cet onboarding. Sur le cadavre de mes ennemis, j'ai remarqué qu'il pouvait y avoir une confusion entre le mot récupérer et ramasser. Et pour moi, c'est le mot ramasser qui pose problème. Pourtant, dans Origins, et il me semble aussi dans les Assassin's Creed précédents, c'était le mot porter qui était utilisé. Et il prêtait bien moins à confusion. Je pense qu'il y a un risque d'agacer le joueur si en vérifiant les cadavres, à chaque fois il se trompe entre ramasser et récupérer. Sachant que ramasser, ça lance une animation et ça fait perdre du temps au joueur. Ça peut être très énervant. Oh, par contre... Ah oui, ramasse... Attends. Ah, ramasser, c'est ramasser le mec. Ah, ça c'est... problématique, j'ai l'impression. Alors ramasser, tu vois, c'est pas looter, tu vois. Ça, je sens que ça va bien me gaver, ça. Ah, ramasser, ce n'est pas... Ça, c'est ramasser le mec. C'est vraiment bizarre. Enfin, moi, j'ai toujours le doute que... J'ai observé encore beaucoup de choses pendant ces 2 heures. Mais je me rends compte à ce stade que les principales méthodes de tutoriaux sont les mêmes. On commence à rentrer dans des boucles de gameplay et d'apprentissage successifs qui feront gagner le jeu en complexité au fur et à mesure. Il est donc inutile de faire durer cette vidéo plus longtemps. En guise de conclusion, je dirais que l'onboarding d'Assassin's Creed Odyssey est plutôt bien réussi. On se rend compte des efforts des développeurs pour rendre le jeu utilisable par le plus grand nombre. D'un point de vue de l'expérience pour le nouveau joueur, l'accroche, ou le hook, est d'abord mécanique. On se bat à la bataille des Thermopyles avec Léonidas. C'est pour moi ce à quoi je m'attends, et ce que je cherche dans un Assassin's Creed en Grèce antique, quoi. Le hook est ensuite narratif. Vu que j'ai joué à Origins, je veux connaître la suite des aventures de Layla, et connaître l'histoire de Cassandra et Alexios. Et enfin, le hook est aussi visuel. Le jeu étant vraiment très beau et agréable, que ce soit dans l'épicness de la bataille des Thermopyles, que dans la quiétude ensoleillée de l'île de Kefalonia. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup envie d'explorer cette Grèce antique et toutes ses îles. Je suis accroché. Le tutoriel de départ est complètement immergé dans les combats, et donc c'est fluide, on ne s'ennuie pas. Il est aussi très court. On apprend ensuite progressivement directement au sein de l'histoire, et il y a des rappels tout le temps, donc on n'est jamais perdu. On apprend au fil de l'eau, et on reçoit régulièrement des récompenses au fur et à mesure, par exemple par de l'équipement, qui change notre apparence, un cheval pour se déplacer plus vite, et un arc pour s'amuser avec une autre arme. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser votre réseau et à mettre un pouce bleu afin d'augmenter la visibilité de la Games User Research dans la communauté francophone. Si la thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur votre réseau social préféré. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur l'UX et l'ergonomie des jeux vidéo. À bientôt!